Oyez, oyez, braves gens! Venez chercher ma toute nouvelle potion ultra magique de fou qui tue la race de sa mère, qui chose du 2. Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, bisphénol, aspartame, ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je vais vous donner la potion de votre vie. Elle fait tout. Si vous en prenez la bonne dose tous les jours, et puis de la bonne évidemment, elle prolonge la durée de vie, elle renforce la mémoire, la créativité, elle vous rend plus appétissant, elle régule votre poids, elle vire les fringales, elle vous protège du cancer, de la démence, du diabète de type 2, elle repousse les rhumes, les grippes, les crises cardiaques, les AVC, elle rend heureux, elle vire la déprime, l'anxiété, et même elle fait le retour de l'être aimé. Vous êtes prêts à payer combien pour cette potion? Réfléchissez. Allez, puisque c'est vous, je vous la propose en échange d'un café, un déca évidemment, en cliquant sur ce lien ko-fi.com. Je le mérite bien quand même, non? Il y en a qui oublient que réfléchir et produire toutes ces potions, c'est du temps et de l'argent pour les formations, les bouquins et tutti quanti. Sur ce site, vous pouvez même m'offrir un café tous les mois automatiquement. J'ai un follower qui m'a abonné à 3 cafés tous les mois sur ko-fi.com. Ça me réchauffe le cœur quand je les reçois parce que je sais qu'il y a quelqu'un au moins qui reconnaît la valeur de ce que je propose ici. Donc, allez donc me dédicacer vos petits décas et on se retrouve ici pour que je vous donne la recette de cette potion délirante, si facile à fabriquer, sans réactifs bizarres et tout, mais que personne ne fait, ou du moins pas grand monde. Cette potion, c'est... Alors, attendez. Non, c'est pas ça. Alors, attendez voir. Non, c'est pas ça. Non. Ah. Ça y est, elle est là. C'est ça ma potion. Et ouais, elle est belle, hein. Cette potion supra-révolutionnaire, nous la possédons tous, mais nous ne l'utilisons plus. Parfois même, on en a oublié le mode d'emploi et on prend des médicaments toxiques pour essayer de l'imiter. Cette potion n'est rien de plus qu'une vraie bonne nuit de sommeil, vous l'aurez compris, et elle est à renouveler tous les jours. C'est un traitement à vie, mais il est gratuit, sans prescription médicale. Je dis hélas d'ailleurs parce que j'en connais qui, si c'était prescrit par un médecin, il se sentirait peut-être obligé de s'y adonner. Et si on prescrivait des obligations de sommeil d'ailleurs, tiens, c'est bio, 100% naturel, le vrai sommeil, hein, pas la nuit en gélule évidemment. Le sommeil, c'est toujours en vrac et à heure fixe. Ne vous sauvez pas, je suis sûre que vous savez plein de choses sur le sommeil, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous ignorez aussi à ce propos, ou que vous laissez de côté, tant pis, et vous passez à côté de la solution qui vous manquait justement. J'ai tout essayé, mais quoi? J'ai tout essayé sauf quoi? Sauf dormir peut-être. Ah mais moi ça fait bien longtemps que j'arrive plus à dormir, me dit-on parfois. Et donc vous acceptez ce fait sans sourciller, vous prenez les cachetons et puis glurps, vous faites semblant de dormir. Chacun a ses bonnes raisons de le faire. Mais chacun aura au moins autant de bonnes raisons de faire différemment. Déjà, consulter un somnologue, ça serait pas mal si la cause est compliquée. Il y en a bien qui vont chez le cardiologue, le gynécologue, le proctologue. D'ailleurs, j'en ai tout un catalogue népérien qui n'est pas rien pour attendre. Petite blague pour les mathématiciens. En 1611, déjà dans l'acte 2 de Macbeth, Shakespeare fut bien inspiré quand il écrivit que le sommeil était l'aliment principal du tutélaire festin de la vie. La science n'a jamais fait que vérifier tout ce qu'on savait déjà. C'est toujours pareil. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'on n'imagine pas une journée sans mettre en charge nos tablettes, nos téléphones, nos voitures maintenant pour ceux qui ont des voitures qui se rechargent. Mais imaginez que l'on puisse programmer chaque jour la période nécessaire et indispensable pour notre propre recharge, alors là, il n'y a plus personne. Et contrairement à nos matos électroniques, nous, durant le sommeil, en plus de la recharge, nous assurons une maintenance très très fine de tous nos circuits. Je vais vous donner les références d'un bouquin génial sur le sujet. C'est mon fils Melchior qui me le tendit un jour. « Mère, vous devriez faire une potion de cet ouvrage, voire même plusieurs, tant il est sage et riche d'informations. » C'est de Matthew Walker, « Pourquoi nous dormons ?» Un gros bouquin extrêmement documenté, 560 pages quand même, pour moins de 10 € en format poche. Vraiment, je vous le recommande. Et il raconte plein de trucs sur le sommeil, Matthew. Du simple et évident au plus compliqué et improbable. Il explique pourquoi il faut dormir avant et après un apprentissage. Sachez que si au lieu de déjeuner le midi, on faisait une sieste, on aurait plus de capacité à mémoriser les apprentissages de l'après-midi. Pendant le sommeil, le cerveau fait de la place aux apprentissages à venir
et sauvegarde les apprentissages récents. Mais aussi, le sommeil permet l'oubli de ce qui n'est pas ou plus nécessaire. L'auteur raconte aussi comment le sommeil permet de résoudre certains problèmes. On s'endort avec la question sur laquelle on a turbiné toute la journée, et on se réveille avec la réponse, qu'elle soit théorique, physique et voire même gestuelle. Il explique que le cerveau continue d'améliorer notre mémoire des facultés motrices en l'absence de toute pratique. Comme si on continuait à apprendre un geste, par exemple en jouant d'un instrument ou en utilisant un outil, mais sans jouer justement, hors ligne. Et ça ne se produit que pendant le sommeil. Je sens que je vais enfin me mettre au violon les gars, j'ai un cours à 3 h du matin. On sait tous que le manque de sommeil tue de nombreuses personnes chaque année, et ça de façon très différente. Déjà au volant, ça tue plus que l'alcool. Un micro-sommeil de 2 secondes à 50 km/h suffit. Si on veut se suicider soi-même, c'est pratique, mais ça peut aussi suicider un gosse. C'est plus chiant. Et bien avant le micro-sommeil, le simple défaut de concentration est paf le chien ou flip-flap la girafe si vous êtes en hélicoptère. Le pire, c'est que quand on manque de sommeil, on est incapable d'estimer correctement notre défaut de performance. C'est un peu comme quand on a trop bu d'alcool et qu'on se sent tout à fait capable de conduire, alors qu'en fait pas du tout. Et puis il y a une forme d'accoutumance à cet état. On est tellement habitué à manquer de sommeil depuis des années, donc à avoir moins de vivacité, moins de performance de toute nature, que cet état d'épuisement devient la norme en fait. On ne sait même plus qu'on vit en dessous de ses capacités natives. On ne sait même plus qu'en fait, on est quelqu'un de génial. L'auteur dit de ne jamais croire quelqu'un qui dit être parfaitement au top avec seulement 4 à 5 heures de nuit. Pour lui, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il s'est habitué à vivre sous le seuil de pauvreté du sommeil. Si ces gens-là se sentent au top avec 4 ou 5 heures de dodo, qu'est-ce que ce serait, dis donc, s'ils dormaient le double ? Des études diverses montrent que le cerveau ne rattrape jamais son retard de sommeil. Alors, mettez ce bouquin dans les mains de vos jeunes, pour eux, il est encore temps d'être au top. Pour nous, bon ben... Que t'as mis debout là-dedans, tout est encore possible, et oh, hein, bon. Il y a un autre truc sur lequel le sommeil joue au petit malin, c'est sur le domaine émotionnel. Quand on ne dort pas assez, nos réponses émotionnelles ne sont plus calibrées correctement. Dans bien des familles, des conflits pourraient être évités ou mieux gérés si chacun dormait correctement. De là à associer le sommeil à l'équilibre psychique, il n'y avait qu'un demi-pas, franchi depuis longtemps. Nous croulons sous les études qui parlent de ça, y compris dans le domaine de la psychiatrie. Et là où ça devient encore très intéressant, c'est avec la maladie d'Alzheimer. Vous savez qu'elle est liée entre autres à l'accumulation de plaques amyloïdes autour des neurones, dans la partie frontale du cerveau. Dans le cerveau, il y a les neurones, vous savez, les cellules olé olé du système nerveux, l'aristocratie quoi. Et puis il y a les cellules gliales dans tous les interstices qui sont des cellules de maintien, d'entretien, de nutrition pour les neurones. La petite bourgeoisie quoi, qui assure une forme de maintenance et qui occupe l'espace. On s'est rendu compte que ces cellules gliales se ratatinaient complètement la nuit durant les phases de sommeil profond. Et ça a comme conséquence que la lymphe du cerveau peut alors circuler partout entre toutes ces cellules gliales et neuronales et ramasser tous les déchets accumulés ici et là au cours de la journée par ces cellules. Parmi ces déchets, il y a les fameuses plaques amyloïdes. Au réveil le matin, hop, les cellules gliales se regonflent et hop, la lymphe cesse de jouer les grandes marées et c'est reparti pour un tour. Nuit après nuit, le cerveau joue à marée haute et à marée basse. C'est le mont Saint-Michel là-haut. Vous avez compris où je veux en venir? Si on manque de sommeil profond, les cellules gliales ne se dégonflent pas. La lymphe du cerveau, la grande marée qui emporte les ordures, en somme, ne peut pas circuler et faire son job. Les plaques d'amyloïdes s'accumulent et plein d'autres trucs d'ailleurs, les métaux lourds, les pesticides et compagnie. Donc, pas de sommeil profond, cerveau au balcon et pas qu'au rabanne. Vous trouvez dans ce livre beaucoup de détails sur les mécanismes qui relient le manque de sommeil au poids, au diabète, aux maladies cardiovasculaires, au vieillissement prématuré, à l'infertilité. Vous trouverez peut-être dans ces pages la cause de vos insomnies et une façon simple d'y remédier. Comme je ne suis pas un monstre et que j'ai eu quelques-uns de vos petits coffees, merci, je vais vous dire quelques trucs simples pour en finir avec ces histoires de sommeil à dormir debout. À partir du réveil le matin jusqu'au moment où l'on s'endort, le cerveau accumule une substance, ça s'appelle l'adénosine, bon, on s'en fiche du mot, un peu comme une citerne qui ne se remplit que quand on est réveillé. Cette substance, l'adénosine, c'est elle qui peut nous endormir un peu comme si on avait une injection d'anesthésie générale. En gros, c'est l'état de veille qui nous permet de refaire notre stock de substances d'endormissement.
Arrive le soir, le moment de dormir. On se couche et hop, un peu comme une chasse d'eau, le cerveau pousse le bouton de l'adénosine et hop, la citerne se vide à mesure qu'on s'endort. Mais pas complètement, il en reste un peu en général pour pouvoir se rendormir facilement si on se réveille à cause d'un bruit ou d'une envie de faire pipi. Qu'est-ce qui se passe si je fais une sieste tardive après 15 heures par exemple, ou si je somnole dans le canapé avant le repas? Eh bien, j'utilise une portion de pouvoir d'endormissement. Sauf que le reste de l'après-midi ne suffira pas à compenser. Donc quand je m'endors enfin le soir pour ma nuit, j'utilise ce qui reste dans ma citerne, qui est complètement vide du coup. Alors si je me réveille pour aller faire pipi, je ne vais plus avoir assez d'adénosine pour me rendormir. Le cerveau a beau appuyer sur le bouton de la chasse, la cuve est vide, elle est vide. On peut secouer comme ça le bouton longtemps. Donc leçon numéro 1, pas de sieste après 15 heures, ni même le moindre endormissement, quelle que soit la durée. On n'a pas 36 000 shots d'endormissement. Une autre combine, tiens. Comme par hasard, l'envie de sommeil arrive le soir, tranquillou, on trouve ça complètement normal. Il y a quelque chose dans notre organisme qui est capable de détecter les plus petites variations de lumière et de claironner haut et fort dans notre cerveau « C'est la nuit, couvre-feu, que personne ne bouge ». C'est la mélatonine qui fait ce job. Elle ne donne pas envie de dormir, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, non. Elle ne fait qu'indiquer que c'est la nuit, et c'est déjà beaucoup. Cette indication est ensuite relayée par d'autres centres nerveux qui, eux, vont enclencher le sommeil, notamment avec l'adénosine. Dans nos vies modernes, où la lumière artificielle bat son plein, où les écrans de télé, d'ordinateur, de téléphone se glissent jusque dans les chambres, même dans les lits, avec des lumières particulièrement douées pour imiter la lumière du jour, et donc laisser la mélatonine au repos, nos sens ne peuvent percevoir le décrescendo de la lumière naturelle qui entraîne justement la montée de la mélatonine. Leçon numéro 2, il faudrait couper tous les écrans assez tôt dans la soirée, par exemple pour le repas, puis mettre un variateur automatique sur l'éclairage pour imiter un crépuscule. Allez, plus réaliste, finir la soirée avec 1 ou 2 lampes d'ambiance, ça suffirait.